Je vois que c'est démarré il y a exactement 0 minute. Bonjour. Bonjour à ceux qui sont déjà arrivés. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans le chat à côté? Bonjour. Alors, bonjour Audrey. Bonjour Florence. Bonjour Swazik. Bonjour Christophe. Merci. Merci. 2 minutes. Bon, normalement, on a laissé pas mal de temps pour venir nous rejoindre. Toujours cet exercice particulier du webinaire où quand on dit bonjour à tout le monde, on s'attend à avoir une sorte de bonjour général et on n'a rien, un silence absolu. Donc, merci pour vos mots. Vous avez sur le côté petite visite guidée, donc le chat, ça y est, vous avez commencé là à vous l'approprier. Vous avez aussi un onglet qui est très important, qui est un onglet questions. Peut-être habitué. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet. Il y a une fonctionnalité dans Livestorm qui est plutôt sympa et pratique. Vous pouvez voter pour des questions qui existent déjà. Ça évite de poser tout le temps la même question. Et ça permettra à Audrey, après la courte présentation que je vais vous faire, de relever vos questions et puis qu'on fonctionne un peu en mode interview. Et puis comme ça, on transforme ça en mode conversation. Tant que vous avez des questions sur le sujet. Je crois qu'il va être démarré. Le temps de partager mon écran. Et de lancer le sujet. On va parler réengagement. Juste un message à tous, en particulier à Audrey. Maintenant que j'ai lancé la présentation, normalement, vous devez la voir en plein écran. En revanche, moi, je ne vous vois plus, enfin, je n'ai plus de retour écran. Donc, si jamais à un moment donné, vous ne me voyez pas ou que quelque chose ne marche pas, Audrey, je te demanderai d'allumer, de me prévenir, parce que je n'ai plus accès au chat tant que je suis en train de vous parler comme ça. Alors, pour ceux d'entre vous qui me connaissent, je me présente un petit peu quand même rapidement. Je m'appelle Sébastien Bernard. Je suis un des fondateurs de The Presenters. Et on a un métier qui est particulier chez The Presenters. C'est un métier qui consiste à rendre vos idées désirables. C'est une entreprise qu'on a créée il y a 7 ans, l'association de Bruno, qui était un ancien publicitaire, Bruno Clément, et de moi-même, qui venait du théâtre, j'étais metteur en scène de théâtre. Et on a coutume de dire qu'en fait, quand on s'est rencontrés, on a découvert qu'en fait, on avait le même métier, qui consistait à des idées. Certes, ouais, c'était quand même important, mais surtout devoir savoir les vendre. Et ça, vous vous rendez compte que avec cette problématique, on rencontre la problématique de tous ceux qui innovent, qui transforment, qui changent, qui font des propositions, qui ont des idées, qui ont des entreprises. Parce qu'effectivement, avoir des bonnes idées, ça suffit pas. Si on n'est pas capable, moi, metteur en scène, si je suis pas capable d'embarquer, une fois que j'ai eu une magnifique idée de mise en scène, une troupe de comédiens, un producteur et un directeur de théâtre, je suis juste un type qui a des belles idées, mais qui est tout seul. Et ça suffit pas. Et aujourd'hui, effectivement, ce souci de préparer ce moment où des hommes, des femmes prennent la parole pour tenter de faire avancer et de déclencher le changement, ça percute une actualité qui est forte, qui est l'idée de devoir réengager tout le monde maintenant qu'on va enfin sortir de confinement. On a pu s'attendre au début à ce que tout allait être comme avant et que on sonnait la fin du confinement comme on sonne la fin de la récré, et en fait, on se rend compte que c'est pas ça, évidemment. Et non seulement c'est pas ça, mais en plus, notre vie d'avant, elle est pas prête de revenir. Et ça pose plein de questions. À titre personnel, je sais pas où vous en êtes, ça pose plein de questions, parce que moi, je suis plutôt naturellement très optimiste. Ce qui fait que, autant dire très honnêtement, j'ai pratiquement rien vu venir de tout ce qui est venu là, alors que plein de gens, moins optimistes que moi, avaient pu anticiper les choses. Et ça veut dire que moi, j'ai vécu ça, effectivement, entouré de gens qui en ont profité pour pivoter, ce qu'on a fait nous-mêmes. On a beaucoup fait évoluer nos activités, on a enfin fait des choses qu'on rêvait de faire depuis toujours, notamment préparer ce type de format, ce type d'échange. Or, tout le monde l'a pas vécu comme ça. Et on a la chance, effectivement, d'avoir des clients qui ont des très forts enjeux, qui sont des très belles boîtes, mais qui ont aussi sur Terre. Et effectivement, la réalité du engagement, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que certains des personnes qu'il va falloir réengager sont chez elles depuis pratiquement maintenant plus de 2 mois. Et qu'à un moment donné, quand pendant 2 mois, chez soi qu'on n'a pas travaillé, c'est pas si facile que ça de se relancer. C'est
que ça de se raccrocher à un métier qui pouvait peut-être manquer de sens déjà au départ. Quand on a complètement changé d'activité, même quand on est en télétravail, c'est pas si évident que ça de se remettre dans un autre rythme. Et puis surtout, il y a certaines entreprises qui ont eu le choix difficile, même si on a été protégé par un système social qui a généralisé le chômage partiel. Il y a des entreprises où on a dit à certaines personnes, toi t'es utile, tu restes, et puis toi, t'es pas utile, tu vas être chez toi. Et ça, quand il s'agit de rappeler tout le monde au travail, ça laisse un passif et c'est pas évident. Conclusion, on est au bout du tunnel, mais on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir de l'autre côté. C'est qu'on va avoir besoin de gens extrêmement mobilisés. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de gens responsables, on va avoir besoin de gens courageux, on va avoir besoin de gens résilients, qui n'ont pas peur, qui savent faire, qui ont envie de faire et qui vont être extrêmement engagés. Enfin bref, du coup, on va avoir besoin de réussir ce qu'on n'arrivait déjà pas à faire avant le confinement. Le sujet du leadership, on le traite au quotidien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, notre métier de rendre les idées désirables, ça nous fait intervenir justement dans la vie de personnes qui ont eu des idées. Parce qu'elles présentent une réorganisation, parce qu'elles veulent conquérir un nouveau marché, parce qu'elles ont un projet à présenter, parce qu'elles transforment leurs entreprises. Nous sommes naturellement en contact avec des gens qui ont des idées et qui ont envie de les mettre en œuvre. Et ça, aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai sujet pour les entreprises. Comment on mobilise l'ensemble de ceux qui ont des idées et qui doivent les mettre en œuvre maintenant? Comment on identifie et qu'on mobilise tous ceux qui ont cette vocation à se positionner comme des leaders pour réussir la reprise et le réengagement? Et ça, c'est pas si évident que ça. Le leadership, c'est un sujet souvent un peu théorique, qui est traité au mieux. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des parcours. Donc, on crée des parcours de talent comme ça, où on va mettre dans un accélérateur des profils qui sont des leaders potentiels. Souvent, c'est des parcours qui sont très longs, qui donnent lieu à une promotion ou pas. Et ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont naturellement des leaders dans l'organisation et qui sont à tous les étages de l'entreprise ne peuvent pas se satisfaire d'un système comme ça. Il y a dans vos organisations, et peut-être vous-même, des gens qui ont des idées et qui n'attendent pas forcément qu'on leur donne l'autorisation de faire pour avancer. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui représentent le talent que vous avez besoin d'activer. Et c'est malheureusement souvent ces gens-là qui sont écrasés par tout un tas de process et de fonctionnement d'organisation et qui sont un peu étouffés par tout ça. Alors, le leadership, je ne vais pas vous en donner une démonstration. Moi, je viens du spectacle. Et encore une fois, la notion est forte, elle est omniprésente. C'était une étude de Deloitte, je crois, qui devait dater de 2017, qui disait que la quête du leadership était un sujet pour 80% des entreprises en France. Et je ne pense pas que ça ait changé. En revanche, effectivement, on n'a pas du tout une approche théorique du leadership, ni managériale, c'est pas notre métier. On a envie que chaque manager soit un leader, et puis dans l'idéal, il faudrait que chaque leader soit manager. Maintenant, c'est pas du tout le sujet qu'on traite. Nous, ce qu'on remarque en fait quotidiennement, à chaque fois qu'on aide quelqu'un à prendre la parole, c'est que vos prises de parole révèlent le leadership. Effectivement, à un moment donné, on a tous, vous avez forcément vécu ça, quand on écoute quelqu'un qui prend la parole brillamment. Alors déjà, on l'écoute, mais surtout, on a envie de lui poser des questions. On pense aux idées qu'on avait et on a envie de lui soumettre. On lance des projets et on a envie d'intégrer dans le projet. Effectivement, ce qu'on constate tous les jours, c'est que un bon orateur exprime tout ce que doit exprimer un bon leader. Il y a un exercice que je vous invite à faire si vous voulez. Allez sur LinkedIn, vous prenez un article sur le leadership, il y en a beaucoup, et vous remplacez leader par orateur. Ça marche. Les conseils marchent dans les deux cas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quelqu'un qui se positionne comme un bon orateur exprime tous les attributs d'un leader. Un bon orateur, par exemple, il est là pour protéger son public. Et oui. Alors que souvent, le réflexe de la prise de parole, c'est d'abord protéger soi, parce qu'on a peur, parce qu'on a le trac, comme pratiquement tout le monde, et du coup, on se met en sécurité. En fait, quand on devient un bon orateur, quand on a suffisamment travaillé, on comprend que même si on a le trac, même si on ne s'aime pas, même si on n'a pas confiance en soi à ce moment-là, ou on n'est pas sûr de soi, on sait faire la part de choses, on sait que ce qui est important, c'est le public qui est venu nous écouter, protéger. Parce que on sait que ce qu'on va leur dire n'est pas si évident que ça. On sait que c'est des sujets complexes, on sait que c'est à fort enjeu, on sait qu'il peut légitimement avoir des résistances, et on se prépare à protéger l'auditoire.
Ensuite, le bon orateur, comme le leader, il est d'abord là pour clarifier les sujets. On avance tous vers des métiers qui ont de plus en plus d'expertise et de complexité. Le leader, comme le bon orateur, c'est pas celui qui est là pour montrer sa science ou pour montrer qu'il fait des choses effroyablement compliquées. Hein. Non, c'est celui qui est là pour clarifier son expertise, pour la mettre au service des autres. Et puis enfin, le bon orateur, comme le leader, comme le bon leader, ils sont d'abord là pour inspirer, pour donner du sens. Ils sont pas là pour dire fais ça, fais ci ou fais ça. Hein, ils sont là pour rappeler, mais c'est sur quoi? Pourquoi on est là? Pourquoi c'est si dur? Mais en même temps, pourquoi c'est génial? Pourquoi c'est rare? Et pourquoi j'ai envie de vous emmener là? Et effectivement, on a là effectivement un prisme qui décrit parfaitement quelqu'un qui prend brillamment la prise de parole en public ou en visio, enfin qui prend la parole, et quelqu'un qui a une posture naturelle de leader. Ça, effectivement, c'est une quête, nous, qui nous anime, parce que quand on nous demande de préparer telle ou telle personne, c'est pas forcément des animateurs, des conférenciers en puissance. On a statistiquement énormément d'introvertis, ou en tout cas des gens qui n'ont ni la technique ni la de le faire, et on se rend compte qu'en leur donnant les outils pour faire valoir leurs idées, on fait quelque chose de puissant, c'est qu'on change le regard que les autres portent sur eux. La prise de parole en public, c'est pour moi le seul exercice, en particulier en entreprise, où à la fin, on peut venir vous voir en vous disant « Waouh, je ne savais pas que vous étiez capable de faire ça ». Pourquoi? Parce que pendant 10, 30 minutes ou 1 heure, pendant que vous parlez, vous avez le pouvoir. Et vous n'êtes pas en train d'imposer ce pouvoir-là. Vous êtes en train d'utiliser le pouvoir que le public vous donne pour participer à changer les choses. Et ça, effectivement, ça change le regard que les autres portent sur vous. Et ce qui est intéressant quand les gens vous regardent différemment, c'est que vous-même, vous vous positionnez différemment. Et c'est comme ça que la prise de parole révèle le leadership. Nous, on vit ça par le prisme, effectivement, de présentation à fort enjeu, puisque notre mission, c'est de défendre la cause de vos idées. Ça a toujours été la vision et la vocation de The Presenters, et c'est une vision qu'on partage. Nous avons tous vocation à nous préparer et à nous muscler pour être en mesure de défendre la cause de nos idées en toutes circonstances. Pour revenir sur le sujet de la présentation, c'est une raison simple, c'est les idées ont besoin d'être parfaitement présentées pour aboutir. Le choix. Hein. Là, dans le cadre du réengagement, peu importe qui, à un moment donné, a une idée, si d'un seul coup, il arrête son patron, ses collègues, avec un enthousiasme de folie, mais que quand il explique les choses, c'est pas clair, bah, on passe à une super idée. Et inversement, quand on a des beaux parleurs qui ont des idées pas forcément terribles, mais qui savent rendre ça extraordinaire, et ben on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, alors qu'on peut réengager les gens et de ne pas se tromper sur les projets qu'on va mettre en œuvre, ben on ne peut pas se permettre de laisser des projets moyens réussir juste parce qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'effectivement, la cause qu'on défend ensemble, c'est de faire de chaque collaborateur un leader d'opinion de ses idées. Alors, on a mis leader d'opinion, pourquoi? Parce qu'effectivement, comme on n'aborde pas le leadership sous l'axe managérial, ce qui nous intéresse, c'est comment le leader fait avancer ses projets, comment le leader fait avancer sa vie et son opinion. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dans l'entreprise a vocation à devenir leader d'opinion. Parce que le leader d'opinion, c'est pas le chef, c'est pas le plus gros, le plus fort, le plus ancien. Le leader d'opinion, c'est celui qu'on appelle parce que son avis compte. Le leader d'opinion, c'est celui à qui on donne la parole parce qu'on a envie d'en savoir plus. C'est pas celui qui a raison, c'est pas forcément celui qui va faire, mais en tout cas, c'est celui qui est là. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à force d'être là, il y a plus de chances qu'on entende vos projets et qu'après, on les mette en œuvre. Et ça, aujourd'hui, diffuser cette culture du leadership, ça revient à... donc, je vous partage là l'expérience qu'on a de comment nos outils sont utilisés et sont mis en pratique dans les organisations. Ça a conduit à développer 3 réflexes. Le premier, effectivement, c'est développer une culture d'organisation où on va objectivement et activement révéler le leadership de ceux qui sont prêts à ça. Attention, la posture de leader, je dis tout le monde a vocation à l'être, mais tout le monde n'a pas forcément envie de l'être. Vous avez plein de gens dans vos organisations qui sont qu'on leur donne la liste des trucs à faire et ils font la liste, ils cochent les cases. À la fin de la journée, ils sont super contents. J'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. Il y a effectivement besoin à tous les niveaux. Du plus opérationnel au plus haut managérial, on a besoin de gens qui savent faire et qui savent dérouler. En revanche, à tous les étages, il y a aussi des gens qui n'ont pas envie d'attendre qu'on leur donne l'autorisation pour faire. Et effectivement, il est important de trouver une mécanique pour identifier ces profils et surtout leur donner les moyens d'exprimer leur projet, parce que comme je dis, c'est pas naturel. Et tant qu'ils ne sont pas capables de le faire,
ne peut pas révéler le leadership qui est le leur. Une fois qu'on a révélé le leadership, il faut clarifier la liberté qu'on donne aux équipes. Pourquoi? Parce que j'ai dit plusieurs fois que la posture du leader, c'était de naturellement, pas forcément attendre l'autorisation de faire pour se mettre en action. Ça peut être sensible en fonction des sujets, parce que tout le monde n'a pas vocation à faire ce qu'il veut en fait. Pourtant, la base de l'innovation, c'est justement essayer de raccourcir le temps entre j'ai une idée et puis je réussis ou j'échoue. Du coup, pour ne pas que tout le monde parte dans tous les sens et qu'on se la joue un peu hockey choral, faut être clair sur la liberté qu'on donne. Et ça, j'y reviendrai. C'est comment les dirigeants incarnent la vision et l'idéal de l'entreprise pour être clair de tous les étages de la fusée sur la liberté que l'on donne aux collaborateurs, qu'ils soient directeurs de 5000 personnes ou directeurs de ses crayons et de sa gomme. Donc, clarifier la liberté qu'on donne aux équipes. Et ensuite, effectivement, avoir une dynamique où on partage la parole. Aujourd'hui, là, souvent, la parole est partagée par les patrons, par les chefs. Quand on organise une convention, un séminaire, on attribue un peu les postes, soit à l'ancienneté, soit au galon. Et ça, faut arrêter ça. Aujourd'hui, effectivement, il faut arrêter de donner la parole à ceux qui veulent. Il faut aussi donner la parole à ceux qui font. Et il faut réussir à tisser les deux. Comme ça, on met les stratèges et les dirigeants à leur place, donner le sens, et on met les opérationnels à leur place, mettre en œuvre, proposer des solutions et dépasser les attendus. Et ça nous a conduit dans le cadre de la méthode qu'on a développée, qui s'appelle le UpStory, dans le cadre de la méthode du storytelling agile UpStory, un modèle de leadership qu'on a appelé l'objectif de présence. Pourquoi? Parce que l'objectif de présence, historiquement, c'est que ce qu'on a découvert, c'est que avec l'usage de PowerPoint et qu'il est fait traditionnellement, avec des slides longs comme le bras, avec des listes à puces à n'en plus finir, on se rend compte que l'auteur serait pas là, c'est pas grave en fait. Parce qu'en tant que public, on passe plus de temps à lire qu'à écouter. À la limite, ça nous gêne presque parce qu'on ne sait pas s'il faut lire ou il faut écouter. Et on s'est rendu compte que la présence de l'orateur n'avait plus de sens. Or, effectivement, la posture, c'est qu'à un moment donné, être clair sur le sens de ma présence quand je prends la parole, c'est juste essentiel. Sinon, je l'envoie un PDF. Je ne prends pas le risque. Avec tout le stress que j'ai de parole en public, si ma présence n'a pas de sens, j'envoie un PDF. Donc, l'objectif de présence a vocation à créer un climat qui est particulier quand même. Parce qu'on parle leadership, mais ce qui est magique, en fait, chez ceux qui naturellement expriment du leadership, c'est que sans donner une définition universitaire, à un moment donné, on a autour de nous des gens qui, la manière dont ils parlent des choses, nous donnent envie de faire, nous donnent envie de tester, nous donnent envie d'expérimenter. Et en fait, en faisant ça, ils obtiennent quelque chose qui est extrêmement précieux. Ils obtiennent une confiance a priori. Je prends un peu de temps sur cette notion parce que c'est importante. Les organisations sont surtout construites pour offrir de la confiance a posteriori. Alors, la confiance a posteriori, c'est le diplôme qu'on vous donne. Vous faites toutes vos études, on vérifie que vous savez bien, et après, on vous dit, bon, voilà, on a bien vérifié vos compétences, vous avez le diplôme. Et de la même manière, c'est le projet qu'on finance. C'est le projet qu'on valide. C'est le plan de transformation qui est mis en œuvre par les équipes plus tard, une fois qu'on a fait tous les tests et les ateliers. Sauf que la confiance a posteriori, ça prend du temps. Or, effectivement, il y a des gens, précisément ceux qui savent maintenir cette envie de tester et d'expérimenter, qui, par leur manière de prendre la parole, arrivent à conquérir la confiance a priori. A priori, on ne sait pas tout ce qu'ils vont faire, mais ok, banco. C'est comme ça qu'effectivement, les gens vendent, que les gens changent, que les gens transforment l'entreprise. Il n'y a pas de transformation et d'achat si à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui arrive à créer une confiance a priori. Et c'est ça qu'on va aller chercher avec l'objectif de présence. Pourquoi? Parce que dès que la prise de parole pointe son nez, souvent on se trompe d'objectif. Et clairement, effectivement, la confiance est quelque chose qu'on cherche à obtenir. Mais considérer que le but de ma prise de parole est que vous me fassiez confiance, c'est une faute grave. C'est une erreur d'objectif. Mon but n'est pas d'obtenir la confiance. La confiance ne se décrète pas. Il est impossible pour moi de dire, bon, voilà, maintenant on arrête de rigoler, à partir de maintenant vous me faites confiance. La confiance ne se décrète pas. La confiance, c'est quelque chose qui vous sera accordé ou pas. Et là, imaginez-vous, avec les projets qui peuvent être les vôtres, imaginez des gens dans vos organisations qui ont des projets, et effectivement, à un moment donné, ils ont besoin qu'on leur accorde de la confiance. Et pour qu'on leur accorde la confiance, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'être dignes
de la confiance qu'on va bientôt leur accorder. Et pour conquérir cette confiance, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'abord commencer à faire et se faire confiance. Apprendre à se faire confiance à soi. Oui, mon idée est peut-être pas parfaite, mais elle mérite d'être partagée. Oui, je suis peut-être pas un orateur extraordinaire, mais mon idée mérite qu'on la défende. Donc, se faire confiance. Et apprendre à faire confiance aux autres. Apprendre à faire confiance au public. Et là, je ne sais pas si vous voyez le parallèle entre leadership et orateur, hein, mais imaginez-vous en tant qu'orateur avec une confiance infinie pour le public qui vous anime. C'est rarement comme ça que c'est vécu. Hein. Le public est plutôt en général vécu comme une menace. Hein. Des gens qui peuvent vous interrompre à tout moment, qui vont vous poser des questions pièges, qui vont pas vous écouter, qui vont faire leur mail, qui vont papoter, qui vont ricaner. Hein. En revanche, effectivement, c'est là en fait où l'apprentissage, la prise de parole en public est un exercice de musculation pour le leader potentiel qui peut émerger. C'est que l'objectif, c'est d'apprendre d'abord à faire confiance aux autres. Et c'est parce que je fais confiance aux autres que petit à petit, ils vont me faire confiance en retour. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que dans le cadre de l'objectif de présence, on a créé un modèle de leadership qui amène à muscler sa posture à la fois d'orateur et de leader. Et c'est ça que je partage avec vous. Et ça consiste à maîtriser 3 choses qui sont essentielles. Donc 3 choses qui se travaillent. 3 choses qui ne sont pas de l'ordre de l'inné, mais de l'acquis. Le premier, c'est maîtriser la narration. C'est injuste, mais les gens n'écoutent pas vos idées. Ils écoutent ce que vos idées vont changer pour eux. Ils écoutent ce que vous en dites. Les gens n'évaluent pas vos idées, ils évaluent ce que vous êtes en train de raconter à propos de votre idée. Ça veut dire qu'effectivement, vous devez maîtriser la narration de votre idée. Bien plus que votre idée elle-même d'ailleurs. Une fois que je maîtrise la narration, donc ça c'est quelque chose que je fais en amont et qui va me servir tout le temps, il faut que je maîtrise les émotions, et en particulier mes émotions. Je me prépare à prendre la parole. On sait tous que pour la majeure partie d'entre nous, c'est une bonne tempête d'émotions dans tous les sens. Le trac, la trouille, qu'est-ce que je suis venu faire là? Je savais très bien qu'il fallait pas le faire. Tiens, je vais peut-être me faire remplacer au dernier moment. Et pourtant, j'ai besoin de mes émotions pour exprimer mon engagement. Si j'efface mes émotions, il ne se passe plus rien. Et du coup, il n'y a plus de confiance. Donc, apprendre à maîtriser les émotions qui sont les miennes. Et enfin, il y a le 3e volet qui est essentiel. Qu'est-ce qui se passe quand je m'adresse concrètement à mon public? C'est de maîtriser la relation que je suis en train de créer avec les gens qui m'écoutent. C'est super important, c'est totalement lié à la confiance dont je parlais. Je ne suis pas là pour donner un cours, je ne suis pas là pour délivrer ma science, je suis là pour que le moment de la parole, que je fasse à 3 personnes ou à 3000 personnes, soit un moment où je crée une relation forte avec ceux qui m'accordent de l'intérêt. Je vais prendre un peu de temps sur les 3 points et on va voir quelques exemples de mise en œuvre. Maîtriser la narration, déjà. Alors, on est régulièrement intervenu au sein de Comment pour parler de pitch. Peut-être que vous nous connaissez déjà sur le sujet. Alors, effectivement, c'est une petite partie de ce qu'on fait, mais c'est une partie qui est essentielle. C'est la première brique pour que naturellement notre pensée est complexe. Mon idée, là, l'idée de rupture que j'ai dans la tête, elle se représente un peu comme ça dans ma tête. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Je sais que je vais là et qu'il faut que je public là. Et mon vrai problème, c'est par où je passe. Parce qu'à chaque carrefour, il y a des choses passionnantes à raconter. Et que je peux le raconter en 2 minutes, mais ne rien dire d'intéressant. Et je peux le raconter en 3 heures et me perdre dans mon propos. Donc, effectivement, il y a une urgence à travailler la narration des idées. Je ne parle pas dans mon projet. Je ne parle pas de mon projet tant que je ne suis pas clair, original et inspirant quand il s'agit de répondre à la question incontournable, c'est quoi ton idée? Quoi l'idée? C'est une question qui doit vous hanter. Tous les projets que vous menez, tous les projets auxquels vous êtes associés doivent avoir une réponse claire, originale et inspirante en moins de 5 minutes pour répondre à cette question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, en amont, la responsabilité de toute personne qui projet, et en particulier votre responsabilité, vous, en tant que communicant, parce que c'est des choses que vous devez réussir pour vous et à faire pour les autres, c'est d'avoir en tête le chemin de son idée. C'est-à-dire, parmi toutes les routes possibles, quel est le meilleur chemin de pensée à suivre pour que j'emmène quelqu'un à comprendre ce que mon idée va changer pour lui et à lui donner envie de mettre en œuvre ce changement. Je vous parlais du Upstory tout à l'heure, c'est typiquement pour ça que le Upstory existe. Et c'est d'ailleurs au service de la maîtrise de la narration que servent les 3 premières étapes du Upstory.
Pour ceux qui ne connaissent pas, la première étape du storytelling agile, c'est d'abord effectivement d'être clair sur l'idée qu'on va exprimer. Comment je transforme mon idée en un cœur de message de 3 à 5 minutes qui est original, clair et inspirant. Une fois que j'ai cette idée, effectivement, j'ai besoin d'un autre super pouvoir, c'est le pouvoir de la narration. Comment cette idée qui est claire, je la transforme en une histoire qui va donner envie aux gens de jouer un rôle dedans. Comment cette histoire, même si elle est dure, même si elle demande des sacrifices, même si c'est ce qui n'était pas prévu, comment cette histoire donne envie aux gens qui sont déjà d'accord comme aux ceux qui résistent, qui donnent envie de s'engager, de jouer un rôle dedans. Alors, il me dit que j'ai perdu la connexion avec mon keynote. J'espère que ça marche pour vous. Ah ouais, c'est en train de revenir. Tac. Excusez-moi. Donc, clarifier les idées et structurer les histoires. Une fois qu'on structure les histoires, effectivement, il y a quelque chose qui est important. On a tendance à penser présentation PowerPoint et slide design, mais il est assez anecdotique. Alors, il n'est pas anecdotique parce que les slides souvent sont moches et totalement... elles servent à rien. Ça surtout, en fait, au-delà d'être moche, c'est qu'en fait, elles jouent pas leur rôle, elles sont au service du propos, elles sont pas au service de l'histoire, et c'est ça le story design. Le story design, c'est réinventer tout un ensemble de réflexes qui font que la présentation n'est pas au service du propos, mais au service de l'histoire que l'orateur est en train de raconter à son public. Une présentation, elle doit être mise en scène. Alors attention, c'est une mise en scène qui est qui est adaptée aux enjeux. Si je fais ma réunion d'équipe toutes les semaines, je vais pas mettre des petits cadeaux coulés sous les chaises à chaque fois avec des cartons imprimés. Donc j'ai pas le même niveau et fort valeur de mise en scène quand je fais ma réunion d'équipe que quand je fais des congrès. Maintenant, effectivement, l'ensemble de ce que je vais dire et faire fait partie d'une expérience qui doit être cohérente pour les gens à qui je m'adresse. Et on est à l'ère de l'expérience, expérience client, expérience utilisateur, enfin l'expérience de tout le monde. Et ben l'expérience que vous vivez dans votre public, c'est une expérience qui doit être construite et cohérente, de l'invitation que vous leur envoyez jusqu'au document que vous leur mettez à la fin. Et ça, effectivement, c'est des outils qui, en amont, vous permettent d'être les maîtres de la narration. Parce que si on vous donne 3 minutes dans un couloir pour expliquer, vous êtes capable de faire. Parce que si on vous dit, tiens, il faudrait que tu viennes à la convention, là, on a 1 heure, il faudrait qu'on parle de ton sujet, vous êtes capable de le faire. Et une fois qu'on maîtrise la narration et que vient ce moment où il va falloir effectivement s'adresser aux autres, effectivement, il est temps de travailler la maîtrise des émotions. Et c'est un vrai sujet. Alors déjà, parce que dans du spectacle, c'est quelque chose qui était plutôt naturel. Je suis toujours aussi surpris de voir que même si c'est un mot qu'on investit dans l'organisation, je suis surpris de voir à quel point c'est un mot qui est tabou. Que l'émotion, c'est un peu l'arme des faibles qui n'ont pas l'expertise et la stature pour faire des démonstrations raisonnées. En fait, pas du tout. Les émotions, c'est la manière dont notre cerveau décide. Voilà, les scientifiques nous ont révélé que ce sont les émotions qui choisissent et la raison qui justifie. Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus raisonner et qu'il faut oublier l'expertise qu'on a. Au contraire, l'expertise est indispensable. En revanche, l'expertise est là pour justifier une envie qu'on a déjà générée chez les autres. Et c'est ça qui on fait les choses dans l'ordre. D'abord, on donne envie, et ensuite, effectivement, on explique pourquoi cette idée, elle est importante, et on donne les arguments qui vont avec. Là, j'en parle comme quelque chose de simple et de rationnel. Maintenant, quand on se prépare à prendre la parole, il n'y a rien de rationnel. 75% des gens appréhendent la prise de parole en public, et il est temps d'affirmer et de réaffirmer que oui, en fait, c'est normal. Le naturel, quand on est face à un... c'est d'être gêné. Voilà. Vous avez peut-être toujours déjà donné ce conseil, en fait on l'a toujours donné ou on l'a entendu, à quelqu'un qui stresse, on dit sois naturel, ça va bien se passer. En fait, ce conseil ne sert à rien. Parce que, si je suis naturel, ça va bien se passer, d'accord, donc c'est-à-dire que je suis pas naturel, donc c'est quoi être naturel? Être naturel, c'est jouer le rôle de quelqu'un d'autre? Bah non, le naturel, c'est d'avoir les pétoches. Et c'est la vérité pour la plus grande partie des gens. Maintenant, c'est pas parce qu'on a la trouille qu'on n'est pas capable de faire. C'est pas parce qu'on a la trouille que le travail de préparation qu'on a fait en amont ne va pas avoir un impact sur les autres. Quand il y a des interviews de policiers d'élite, de commandos d'élite, de plongeurs à haut vol, à chaque fois qu'on leur dit alors vous n'avez pas peur depuis le temps que vous faites tout, ils disent bien sûr qu'on a peur. C'est pour ça qu'on est concentré, c'est pour ça qu'on a envie. En revanche, on est entraîné et on sait faire le job. Or, effectivement, face au stress de la prise de parole, beaucoup renoncent. Beaucoup laissent la parole aux autres. Et là, c'est un écueil, parce que le début de ma démonstration est parti du fait que vos prises de parole révèlent le leadership. Donc, si effectivement, vous avez des orateurs
qui n'osent pas prendre la parole, effectivement, vous ne révélez rien du tout. Je vous donne une seconde. Alors, je fais une petite pause parce que je suis d'avoir une connexion correcte. Alors, attendez, je fais quelque chose. On t'entend bien, Sébastien. Allô? Alors, oui, on t'entend très bien. Ça y est, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, très bien. Ok. Excusez-moi. Si j'avais un câble qui s'était défait et j'ai vu que ma connexion était un peu instable. Alors, c'est reparti. J'en étais où? Oui, voilà. Si la prise de parole révèle le leadership, mais qu'en même temps, les gens n'osent pas prendre la parole, c'est problématique. Du coup, ça a une question, c'est comment on reprend le contrôle? Et bien, ça aussi, ça se travaille. De la même manière que la narration se travaille, je vous ai montré le Hub Story, mais bon, voilà, concrètement, il n'y a pas que nous qui faisons ça. Il y a aussi, même sur Internet, il y a plein de choses pour apprendre et travailler. Et à un moment donné, muscler sa posture, identifier c'est quoi le stress, comment je fais pour le gérer, et comment je mets mes émotions au service de mon propos. Oui, ça aussi, ça se travaille. Ça se travaille, effectivement, en acceptant qu'on a peur, c'est pas grave. Encore une fois, je reviens sur ce chemin de rester concentré sur le chemin de sa pensée. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas seulement de suivre le chemin de votre pensée quand vous allez prendre la parole en public. C'est aussi sur ce chemin de faire vivre à votre auditoire ce que vous ressentez. Et c'est à ça qu'elles servent les émotions. Souvent, effectivement, les émotions sont tellement fortes qu'il y a un mythe du non-verbal qu'on pourrait contrôler et annihiler, mais surtout pas. C'est brutal ce que je vais dire, mais foutez la paix à votre non-verbal. Le non-verbal, il est là pour montrer que votre parole est alignée avec votre pensée. Votre non-verbal, c'est ce qui fait aux gens qui vous écoutent, c'est bien ce qu'elle dit, c'est bien ce qu'il dit. C'est ce qui fait que les gens vous font confiance. Donc, n'éliminez surtout pas le non-verbal. Ne contrôlez pas surtout pas le non-verbal, au risque effectivement de créer un décalage entre ce que vous êtes en train de dire et ce que les gens perçoivent de ce que vous êtes en train de dire. Donc, vos émotions sont au service de votre propos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez la trouille, vous avez la trouille, c'est pas grave, vous l'assumez. En revanche, vous n'oubliez pas que le chemin de votre idée, c'est aussi le chemin de vos intentions. Je vais commencer par la problématique. Pourquoi? Parce que je suis déçu des résultats qu'on a faits. Et je vais exprimer ma déception. Et si j'ai du mal un peu comme ça à exprimer mes émotions, parce que c'est vrai que pour les plus mince, je viens plus pause, c'est pas timide, introverti, pardon. Pour les plus introvertis, il y a un effet inhibant de la prise de parole en public qui fait que c'est pas si vite. Donc ça, je le formule. Je vais dire, oui, je suis déçu. En revanche, je vais protéger mes équipes et que je vais leur dire que, voilà, le rapport qui est sorti là, je suis pas d'accord. Et j'ai un doute sur le fait qu'ils remettent à ce point-là en cause. Et du coup, effectivement, je vais avoir des surprises, je vais avoir de l'espoir, je vais avoir un ensemble d'intentions. Et c'est ces intentions qui vont transmettre la confiance au public qui m'écoute. Et ça, effectivement, c'est le travail, en fait, qui est l'objet de la 4e étape, qui est le leadership. Comment, effectivement, par la capacité à muscler ma prise de parole, je vais améliorer ma gestion du stress, je vais mettre ma personnalité au service de mon propos, et je vais travailler quelque chose qui est important, complément de la narration, c'est-à-dire mon éloquence. Et ça, effectivement, ça fait de moi un orateur leader qui maîtrise ses émotions et en tout cas qui sait les transformer en intention au service de son idée. Et effectivement, ça nous amène le jour J à faire du moment où on échange un moment où on alimente et on crée une relation avec le public. Ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes en tant que public et que vous avez un orateur qui capte votre intérêt, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on nous parle qu'à nous. Même si on est 2000, on a l'impression qu'on nous parle qu'à nous. C'est ça, la relation. Or, effectivement, le quotidien des présentations peut amener une question légitime. C'est ce qu'on peut, vu à quel point on s'ennuie et vu à quel point il y a un manque d'engagement en face de nous en tant qu'orateur, est-ce qu'on peut vraiment tout le temps créer une relation? Moi, je dis oui. Parce que cette photo-là est peut-être à peine exagérée, parce qu'on avait fait une étude avec OpinionWay en 2017 sur 500 managers publics privés. Et l'étude révélait que dans les présentations, entre 30 et 60% des gens n'écoutent pas. Même à minima, un tiers de la salle. Alors, ils ont des bonnes excuses, ils font leur mail, ils travaillent. Mais la réalité, c'est qu'ils s'ennuient. Et la réalité, c'est que le moment auquel ils assistent n'est pas utile pour eux. Or, ça, c'est pas une fatalité. Oui, aujourd'hui, mais tous autant qu'on est, quand on débarque dans une réunion, combien de temps ça va durer?
Et on peut appréhender légitimement, parce qu'on l'a fait plein de fois, hein, mais personne n'arrive en réunion en disant « chouette, on va bien se faire chier aujourd'hui ». À la limite, tout le monde rêve de dire « chouette, la réunion du lundi ». Cette dynamique-là, elle peut être mise en œuvre. Et elle est mise en œuvre par un orateur qui a d'abord pour vocation de créer une relation avec son public. Il n'est pas là, encore une fois, comme j'ai dit, pour débiter son cours. Il est là pour prendre ces gens-là, où ils sont, avec leur journée qui a été infernale. Ils ont passé 8 heures en réunion. Et il est là pour les entraîner dans son histoire. La bonne posture de l'orateur, c'est le guide. Alors, le premier guide auquel on pense, c'est le guide touristique, qui effectivement entraîne le public dans sa visite et qui va faire visiter son projet comme le guide vous fait visiter le château de Chambord ou l'île du Louvre. Mais il y a aussi le guide de haute montagne qui assure la sécurité de son public, qui sait prendre son temps quand les sujets sont plus compliqués, qui sait s'interrompre quand il y a vraiment besoin d'avoir une interaction avec la salle, et qui sait dire à quelqu'un d'arrêter d'interrompre la présentation parce que ce coup-ci, il faut réussir à aller au bout. L'orateur guide, c'est l'opposé de l'orateur bon élève qui a envie de faire bonne impression, qui espère qu'on va voir à quel point il a bien travaillé. Non, c'est l'orateur qui prend le public à un point A et qui a envie de les emmener à un point B, où entre les deux, il aura changé ce que les gens ressentent, ce que les gens pensent et ce que les gens font. C'est ça la posture de guide. Une prise de parole qui est dont tout le monde parle et reparle, et pour le coup, c'est un parfait exemple de ça. C'est la keynote de Steve Jobs sur l'iPhone, qui commence à dater maintenant, mais qui est exemplaire sur ce point-là, même si tout ne l'est pas. C'est qu'en fait, Steve Jobs présente le fruit de, je sais pas, 3 ans de travail, et il nous parle de l'iPhone, alors ça n'en est pas un, là, c'est mon petit plaisir, et il nous parle de l'iPhone comme s'il le découvrait. Il est en posture de guide, il est en train de nous montrer, regardez à quel point ce site est magnifique. Allez, venez par là, regardez, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Et cette posture de guide, elle est super précieuse parce qu'elle évite à l'orateur de se mettre dans une posture où, en lui disant oui ou non à son projet, les gens vont juger son travail. Le leader ne se sent pas jugé par les autres. Le leader, si on lui dit bravo, c'était génial, il est super content. Si on lui dit non, c'est pas bon, il est super content. Pourquoi ? Dites-moi comment je peux améliorer mon projet. Est-ce que j'en change ? Et c'est ça, la posture de guide qui va vous amener petit à petit à travailler une meilleure relation avec le public. Alors, concrètement, je vais finir avec quelques mises en pratique. Révéler le leadership, ça, c'est quelque chose qu'il faut infuser. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas quelque chose qui est évident. Il y a inné et acquis. En fait, moi, c'est mon petit péché mignon. Quand on me donne plein de personnes, un peu comme là, avec la French IoT, donc l'incubateur de start-up de la Poste, c'est mon péché mignon, d'identifier les pépites, c'est-à-dire ceux à qui on n'aurait jamais donné la parole parce qu'ils font tout pour ne pas la prendre, mais qui sont des leaders en puissance, parce qu'une fois qu'ils se sont préparés, qu'ils se lèvent et qu'ils parlent, tout le monde les écoute. Et ça, effectivement, ça se travaille. Je parle de cet exemple avec la Poste parce qu'on a commencé à travailler il y a 5 ans avec DocaPost en particulier, donc la branche numérique de la Poste, avec cet incubateur de start-up. Et c'est Vanessa Chocteau, de la transformation aujourd'hui, qui a eu un réflexe dans le cadre de leur incubateur. Je ne sais pas si vous avez des incubateurs vous-même, en tout cas, voilà une idée de mise en œuvre, de se dire, on va mettre pour un start-upper, on va mettre quelqu'un de l'entreprise. Et on va leur faire travailler les mêmes techniques. Et effectivement, de la même manière qu'on crée des ateliers pitch pour leur incubateur, on fait aujourd'hui des ateliers pitch pour leurs commerciaux, pour leurs contrôleurs de gestion, de manière à effectivement partager avec eux le pouvoir de la narration. Donc, le leadership, encore une fois, si vous ne laissez parler que ceux qui ont envie de parler, vous allez donner la parole aux beaux parleurs. Et c'est pas ceux qui ont les meilleures idées, c'est juste ceux qui aiment prendre la parole en public. Alors, le sujet de clarifier la liberté, il est sensible parce qu'il y a plein de petits trésors de guerre des entreprises. Là, je vous présente Philippe Zimmermann, qui est le directeur général d'ADO. Donc, très rapidement, en synthèse, c'est le roi Merlin monde, c'est l'ensemble des actifs liés à l'habitat de la famille Meunier. C'est une entreprise qui est dans 12 ou 14 pays, je ne sais plus, avec à peu près 120 000 collaborateurs. Et ce jour-là, cette photo-là, donc je lui ai demandé si j'avais le droit de le dire. Il a hésité et puis il m'a dit « Ouais, bon, d'accord, parle-en ». Donc, il parle devant le top 500 de l'entreprise, mais c'est retransmis en direct partout dans le monde. Donc, il s'adresse à cette époque-là à peu près 100 000 personnes et il leur donne une liberté qu'il a travaillée, que je fais mal. Il leur dit « C'est simple.
Si votre idée est utile pour vous, qu'elle est utile pour les autres et qu'elle est utile pour le monde, faites-le. Il clarifie une liberté en leur disant « Vous n'êtes pas obligé de demander l'autorisation à chaque fois. » Pourquoi ? Parce que si vos projets donnent lieu à des files de validation sans fin, on ne changera jamais, on n'innovera jamais. Et surtout, l'innovation, c'est que des applications super complexes. L'innovation, c'est des gens en magasin qui changent la manière dont on accueille les clients, qui changent la manière dont on propose une offre aux artisans. L'innovation, elle est là. Et l'innovation, elle est partout. Et l'objectif, c'est donner la liberté à ceux qui ont décidé de les mettre en œuvre, mais surtout de leur donner la responsabilité de le partager. Et là, c'est super, ça donne une transition avec le dernier volet qui est partager la parole. Ça a donné lieu à un événement qu'on a fait avec eux, qui s'appelait We Make It Happen, qui était de dire il faut arrêter de donner la parole à ceux qui veulent ou ceux qui décident, il faut partager la parole avec ceux qui font. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que la journée, qui était normalement le top 500 des dirigeants, n'était qu'une suite de 40 pitchs de 5 minutes, où les dirigeants n'étaient là que pour présenter et mettre en valeur et proposer des idées sur le terrain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les dirigeants qui sont là ont passé la journée à écouter des pépites, qui étaient faites parfois dans leur BU, parfois dans les BU des autres. Alors cette journée, c'est important parce que partager la parole, c'est pas anodin. Parce qu'il y a plein de dirigeants qui avaient l'habitude de parler la parole, à qui on a dit, non, c'est pas vous qui parlez cette fois-là. Autant vous dire que ça a un peu grincé des dents. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? On a donné la parole à des gens qui étaient, techniquement, ils ne raisonnent pas comme ça, mais leur N-6, 7, 8, je ne sais pas ce que ça peut représenter. Mais ils prenaient la parole ensemble. Qu'est-ce que ça a généré ? Déjà une fierté de folie pour ceux qui ont pris la parole, qui a créé un noyau d'équipe juste phénoménal. Ça a créé la fierté de toute leur hiérarchie salle. Qu'on dit, ils sont bien là, nos filles, nos garçons, là, ils assurent. Et ensuite, tous ceux qui n'avaient pas de représentants ou moins de représentants se sont dit, ce serait bien que la prochaine fois, on ait du monde. Cet événement et cette dynamique, elle transforme les managers en pépites. Elle ne les transforme pas en des gens qui sont responsables de l'innovation. Elle les transforme en des gens qui sont responsables d'identifier ceux qui vont innover de façon à leur donner la liberté et les moyens d'agir. Et ça change les choses. Je l'avais fait aussi, il y a quelques années avant, à moindre ampleur avec la RATP, un très bon exemple aussi, sur un forum de sécurité qui est un sujet sensible. Et c'était tellement sensible qu'il y avait que les patrons qui parlaient. Sauf que la sécurité, ça implique surtout les gars sur le terrain. C'est eux qui se blessent et c'est eux qui ont les punitions, en tout cas les sanctions, quand ils ne respectent pas l'événement. Et un des responsables com du département de l'époque avait dit il faut qu'ils parlent parce que c'est eux qui parlent. En plus, travailler de nuit, donc il a fallu s'organiser. Et il a dit sauf que s'ils parlent, il faut qu'ils soient aussi bien préparés que les patrons. Et on en revient à la maîtrise de la narration, on les a préparés. Et c'est fabuleux ce que ça a créé, parce que là, c'est encore plus pyramidal, je ne sais pas quel niveau de hiérarchie il y avait. Mais à un moment donné, quand on sort de scène, peu importe le niveau de hiérarchie qu'on a, on a eu peur ensemble, on a travaillé ensemble, on a échangé ensemble, il y a un lien qui ne se détruira jamais et qui dépasse la notion même de hiérarchie. On a quelqu'un qu'on peut appeler à tout moment, on a quelqu'un qu'on peut faire intervenir, et on a surtout une relation et un contact avec les autres qui est complètement modifié. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion rapide, avec effectivement de façon à essayer d'alimenter vos projets, et maintenant on va échanger sous forme de questions, de façon à effectivement répondre à cet enjeu qui est de réengager vos équipes dans un contexte qui n'est pas simple. Et ce que je vous proposais, c'était de le faire en développant précisément leur leadership d'opinion. Je vous ai dit beaucoup de choses, j'ai même parlé un peu plus longtemps que je n'avais prévu. Baudrey m'a mis à l'aise en me disant il y a plus de temps, je me suis senti un peu à l'aise. J'aime bien conclure en montrant cette image. Issu de Matrix. Je vous ai donné beaucoup de choses, il y a des choses que vous faisiez déjà, il y a des choses que vous ne saviez pas encore, ou des points de vue qui ont changé. Souvent, le but de nos interventions, c'est de changer un peu la manière dont on perçoit les choses, et puis on a le choix. Si je vous rappelle le choix de Néo, soit je prends la pilule bleue, je m'endors, et le lendemain matin, j'oublie tout ce que j'ai entendu. Soit je prends la pilule rouge, je n'oublie pas ce que j'ai entendu, mais je sais que je vais avoir énormément de travail. Et oui, c'est énormément de travail. Vous êtes dans une posture où vous ne pouvez pas simplement vous l'appliquer à vous. Proposer à vos dirigeants de dire non, tu vas moins parler cette fois, c'est les opérationnels qui vont parler. C'est pas évident, ça heurte des cultures d'entreprise, ça heurte des cultures de management, mais pourtant c'est un combat qui mérite d'être mené. Si vous voulez aller plus loin, je vous incite à aller récupérer, on vous donnera un lien, je pense, après, le point sur le pitch, qui est un outil stratégique. C'est pas un outil de méthodologie qu'on a fait là. On a fait 108 pages sur l'art d'être concis quand même, ça mérite d'être salué. En fait, on voulait
partagé dans ce document l'ensemble des usages stratégiques qu'on pouvait faire du pitch. Qu'est-ce que les entreprises qui le maîtrisent font qu'elles ne pouvaient pas faire avant, de la même manière. Et puis, voilà, on a produit énormément de contenu dans cette période de confinement. Il y a Bruno, mon associé, qui a créé Le Moment de Vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées, qui est tous les mardis matins. Voilà, si vous êtes fan de podcast sur vos plateformes préférées, vous pourrez vous y abonner. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le Hub Story, c'est notre petit guide de survie pour rendre les idées désirables que vous devez voir tous les ans pendant les Grands Prix et qui vous permettra d'en découvrir un peu plus sur Todd. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui. Donc on a d'abord la question de Christophe Feuillet. La prise de parole en public risque de devenir rare. Les techniques sont-elles valables pour les conférences à distance alors qu'on ne voit pas son public? Alors c'est vrai, merci beaucoup, parce que c'est vrai que par réflexe, j'ai parlé de prise de parole en public tout de suite. Je devrais moi-même avoir la responsabilité de parler de prise de parole. On le fait pas. Hein. J'ai eu une question l'autre jour, est-ce qu'on peut vraiment vendre en visio? J'ai dit, on n'a pas le choix. Si vous ne pouvez pas voir vos clients, il va bien falloir vendre en visio. Hein. Il va falloir que les choses se fassent. Vos clients n'attendront pas, vos concurrents n'attendront pas, et qu'à un moment donné, oui, la prise de parole, elle peut se faire en visio, parce qu'on n'a pas le choix. Mais la réalité, alors j'ai fait un webinaire là-dessus il y a 2 semaines. Il est disponible en replay. Si ça vous intéresse, vous devrez trouver un lien sur mon profil LinkedIn. En fait, ça change pas tant de choses que ça. Hein. La preuve, avec une difficulté pour moi là, c'est que je vois que vous êtes une vingtaine, je vous vois absolument pas. Quand on fait une réunion 5, 6, 7, 8, avec les outils visio qu'on peut avoir en mosaïque, on voit les gens. Et on a accès à ce non-verbal. Alors, en fonction des cultures d'entreprise, plus ou moins activées, donc il y a plus ou moins de degrés de liberté. Mais il y a une chose qui est sûre, hein, c'est que la proximité n'est pas un prérequis au leadership. Si l'idée, c'est de se dire, ah mince, on n'est plus en présentiel, comment on va faire avancer nos idées? La réalité, c'est que les idées, elles vont pas attendre qu'on puisse se reparler comme en vrai. Hein. Les appels d'offres, on accompagne beaucoup d'appels d'offres de marché public. Les appels d'offres, ils vont pas attendre. Hein. Là, il y a eu un petit instant de sidération, mais à un moment donné, les municipales, en plus, là, les municipales sont reportées, donc c'est un petit peu le bordel dans les appels d'offres. Mais une fois que ça va se remettre en route, ils diront, c'est pas grave, on le met en visio et puis on choisit. Hein. Va falloir avancer. Donc, on est obligé de s'approprier et d'utiliser les outils qui permettent de faire des choses phénoménales. Hein. La manière dont on échange là, dont on peut archiver les questions, y répondre maintenant. On a des outils qui nous donnent une puissance qui est assez incroyable. En revanche, effectivement, ce que je disais qui est important, c'est que la proximité n'est pas un prérequis au leadership. Et d'ailleurs, cette période de confinement où on était en télétravail, elle est assez intéressante à mesurer. Hein. Les gens que vous managez, ils sont devenus quoi maintenant que vous n'êtes plus en train de vérifier leur travail? Ils sont suffisamment, ils ont suffisamment de sens pour être en autonomie? Ou du coup, vous vous dites, ça y est, c'est la récré, on les retrouvera. C'est là où on mesure son leadership. C'est une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est quand j'ai préparé la conférence, parce que ce que je vous ai dit là est l'extrait d'une conférence. Quand j'ai préparé cette conférence, je me suis intéressé comme ça aux prises de parole, où effectivement les gens ont réussi à réunir du monde. Et naturellement, j'ai lu la fiche Wikipédia du discours de Martin Luther King à Washington, hein, suite à la marche pour l'emploi et la liberté. Vous vous souvenez, vous voyez, on a tous cette image du parc avec 200 000 personnes. Alors, il n'y a pas que Martin Luther King qui les a réunis, hein, il y avait un ensemble de plein d'associations qui ont travaillé là-dessus, mais la réalité, c'est qu'à l'époque, il n'avait pas 50 000 fans sur son compte Instagram. Hein. Les types, ils sont arrivés, ils n'ont pas appelé tout le monde, il n'y avait pas de texto, de SMS, ils ne se sont pas dit, on se retrouve tous là. Hein. Il y avait bien eu une confiance a priori des gens qui sont venus, tu sais pas, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut y être. Et il est là le prérequis au leadership. J'ai donné suffisamment de sens pour que les gens sachent où il faut aller, apprendre, sachent les solutions qu'il faut identifier. Ça, c'est important. Je vais juste au bout de cette anecdote parce qu'elle est intéressante. Elle illustre parfaitement pourquoi la prise de parole est liée à la relation. Pourquoi la relation est importante. C'est que le contenu de son discours, c'est I have a dream. Et on l'étudie à l'école, on a fait des analyses. Et ce qui est génial, c'est que I have a dream n'est pas dans son discours. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Il n'avait pas prévu de dire ça. Et il était même en train de parfaitement dérouler le discours qui était sur son papier, qui était de son premier cercle, qui lui a crié « Parle-nous de ton rêve, parle-nous de ton rêve ». Et parce qu'il était en connexion avec son public, même s'il y avait énormément de monde, il a entendu la phrase, il l'a attrapée, et il en a fait une anaphore. Oui, j'ai un rêve, c'est qu'on pourra faire ça. Oui, j'ai un rêve, c'est qu'on pourra faire ça. Donc, la prise de parole s'enrichit de la relation qu'on
avec le public. Parfois, on la décale, vous voyez, je n'ai vos interactions. Le moment des questions-réponses est toujours un moment, effectivement, où on exprime de l'engagement. Seconde question de Salah Abardaï. Comment clarifier quand on est en pleine incertitude? En expliquant que c'est pas clair. Et c'est peut-être effectivement, à titre personnel, au-delà de... Alors, je vais prendre l'exemple d'actualité. J'ai fait beaucoup de vidéos d'actualité, d'analyse de l'actualité. Pas pour analyser la politique, c'est pas mon métier, mais pour analyser la manière dont les messages étaient passés. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on continue à reprocher, effectivement, par exemple, aux membres du gouvernement, comment ils expliquent et comment ils font la pédagogie de tout ça, alors qu'effectivement, j'ai fait l'analyse d'une vidéo il y a 2 mois, où le ministère de la Santé expliquait non, attends, c'est pas qu'une grippe. Hein. Et puis des médecins en plateau disaient ouais, ça va, c'est pas plus dangereux que la grippe. Donc, faut pas oublier tout ça. Faut pas oublier tout le chemin qu'on a fait. On a tendance à retenir la dernière semaine. En revanche, c'est un très très bon exemple de prise de parole en contexte sensible où on ne sait pas tout. Et pour moi, effectivement, lié à l'incertitude, l'erreur des premières communications, c'est de ne pas avoir assumé qu'on volait à la vue. Maintenant, ils le disent, maintenant ils assument. La carte, toutes les 3 semaines, elle va bouger. Enfin non, toutes les 3 semaines, on va décider, et la carte, tous les jours, elle va bouger. Et alors, on peut le critiquer ou pas, mais maintenant qu'on le sait, on accepte. Et c'est un mode de management comme un autre. En revanche, le pire, c'est de cacher la poussière sous le tapis. En fait. Quand on est dans l'incertitude, c'est des scénarios de narration qui se racontent. Voilà, aujourd'hui, il y a une chose qu'on sait. Est-ce que pour autant, il faut rien faire? Je suis pas sûr. Il est là le sujet. Le sujet, il est que c'est pas parce qu'on est incertain qu'on teste pas des choses. Tous les gens qui innovent sont dans l'incertitude de savoir si ça va prendre, si c'est vraiment la réalité. Il y a start-upers qui font des super projets et qui, au moment de la levée de fonds, alors que ça marche, décident d'arrêter parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, leur idée ne rencontre pas le marché. Et c'est pas grave. Ils feront une autre idée. Ils auront un autre projet. L'incertitude doit s'assumer. Là, c'est une analyse que j'avais faite sur une des paroles d'Olivier Véran sur la transparence. C'est important parce que c'est un mot qu'on nous a répété à longueur de temps. Sauf que la transparence, c'est pas la transparence sur ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. C'est la transparence sur nos intentions. Et la transparence sur nos intentions, c'est dans un climat de complexité et d'incertitude, faut-il ne rien faire? C'est la pire des choses. En revanche, voilà ce que je vous propose. Donc, il est très important, ce qui est super important, c'est de dire les choses. Nous, on a un des préceptes, le métier qu'on a créé avec le story des prises de parole en jeu, c'est story management. Et dans notre charte de story manager, on a un des piliers, c'est je peux tout dire. Pour une raison simple, c'est que on sait parfois, alors c'est vite dit, et on sait très bien qu'il y a parfois des choses auxquelles on le dira, mais peut-être un petit peu plus tard. Mais quand c'est interdit de dire quelque chose, parce qu'on ne voyait pas comment faire, parce qu'on ne sentait pas la personne, parce qu'on ne sentait pas le moment, c'est toujours un moment où il faut s'interroger. Et c'est en ça qu'on a une charte, parce que dans l'absolu, une fois qu'on est bien préparé, on devrait être de tout dire. Est-ce que j'ai répondu à la Merci Audrey. Qui demande quelle est la différence du coup avec l'influence. Sur notre territoire de jeu à nous, c'est le même. Oui, on s'est approprié le mot leadership, mais développer ce leadership d'opinion, c'est donner le pouvoir à ceux qui ont des idées d'avoir une influence sur le périmètre de ceux sur leur périmètre d'action. Peu importe ma place dans l'organisation, j'ai un périmètre sur lequel j'ai une influence. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le périmètre sur lequel j'ai une responsabilité, parce que là, on en revient sur le manager et le chef. Mais tous, le manager comme le manager, a un territoire sur lequel il peut agir, a un territoire sur lequel il a une influence. Or, effectivement, la vraie difficulté des entreprises structurées, c'est qu'on a un peu épuisé ceux qui avaient des idées. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit en formation, des gens qui ont dit non, mais moi, j'en avais des idées, mais ça va quoi, la boîte à idées dans la boîte, dans le coin cafette qu'on ouvre une fois par mois et on n'entend plus jamais parler, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et on a un peu épuisé ceux qui proposaient des choses et qui, à force de ne pas être entendus, ont décidé de s'arrêter. Alors, quand on le dit comme ça, c'est une responsabilité de l'entreprise, mais il y a aussi une responsabilité individuelle. Est-ce qu'effectivement, ils ont fait l'effort qu'il fallait pour se faire entendre? Est-ce que l'idée méritait d'être entendue? Il faut savoir, il faut être prêt à l'entendre aussi. En attendant, effectivement, la responsabilité qu'on doit se donner quand on a envie d'avoir une action sur les autres, c'est de dire
au pouvoir d'influence, bien sûr. Et alors, l'influence, on en fait un grand mot, on peut imaginer plein de choses avec des gens qui sont des influenceurs, quelque chose qui n'a pas de sens, hein, c'est pas un métier. Hein. Ça, c'est vrai, pour le coup, on ne pourra pas. Mais c'est comme conférencier, hein, maintenant, speaker, professional speaker, parleur, hein, en français, c'est bien qu'on ramène en français. Mon métier, c'est d'être parleur. Non, non. Non, j'ai une expertise qui fait que parce que je sais en parler, je peux faire progresser, je peux inspirer et je peux avoir une influence sur des gens qui vont pouvoir se servir de mon expertise. Mais mon métier, c'est pas de parler. C'est pas ça. De la même manière, influenceur n'est pas un métier. Influencer, c'est un moyen. Mais bien, effectivement, je pense que dans une logique de réengagement, on a vocation à le partager avec le plus grand nombre. On a une dernière question de Cécile Delettre. Comment faire changer celui qui a organisé une réunion de 20 personnes pour trouver des nouvelles offres quand on est dans une équipe et pas en leader, mais en tant que participant? Oh là, alors je la vois sous les yeux, la question. Excuse-moi, je vais prendre la temps. Comment faire changer celui qui organise une réunion de 20 personnes pour trouver des nouvelles offres quand on est dans une équipe et pas en leadership, mais participant? Alors, il y a plein de manières de prendre cette question. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Alors, comment faire changer celui qui organise une réunion de 20 participants pour trouver les nouvelles offres? Je vais déjà le prendre là. Le sujet de la réunion, il est important. Pourquoi? Parce que effectivement, je l'ai un peu évoqué, tout le monde s'ennuie, tout le monde passe trop de temps en réunion, et puis en visio, le temps est encore plus long. Hein. Donc, ça va presque encore raccourcir. Et c'est-à-dire le temps de visio, le temps qu'on est en télétravail, il peut être intéressant pour ça. Il faut raccourcir ces moments-là. De la même manière que je dis, il faut partager, il faut que les gens qui veulent partagent la parole avec ceux qui font. Je pense que ce format de minutes, alors la vraie difficulté, c'est qu'avant de le généraliser, il faut que les gens soient prêts. Que si les gens ne font que des résumés de ce qu'ils font, ça n'a pas de sens. La logique pitch, c'est pas un résumé, hein, c'est d'expliquer ce qui donne envie d'en savoir plus. Mais une fois qu'on est préparé, effectivement, une fois que ma réunion, c'est une suite de prises de parole de 5 minutes, tout est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que les gens ne disent que ce qui donne envie d'en savoir plus. Du coup, j'ai envie d'en savoir plus, hop, on se prépare la part et on fait avancer le projet. Et sinon, j'ai juste ce qu'il me faut pour avancer. Donc oui, il y a une vocation à effectivement transformer la manière dont on parle pour que vraiment la parole soit un pouvoir qu'on partage. Ensuite, des offres quand on est dans une équipe et pas en leadership, mais en tant que participant. Alors là, ensuite, il y a l'autre volet. Je ne sais pas si je vais répondre à la question, je la coupe en deux. C'est comment moi, dans une réunion de 20 personnes, alors que je suis un petit peu isolé et qu'on ne me donne pas forcément la parole, en tout cas pas la mienne d'enjeu, comment je me fais remarquer parce que j'ai une nouvelle offre à présenter. Oui, il faut travailler. Et en fait, le modèle de leadership, il est là. Hein. Pourquoi? Parce que lever la réunion pour dire, s'il vous plaît, je voudrais proposer un truc, encore plus quand c'est-à-dire quand c'est difficile d'interrompre et quand il y a des profils enclins à partager la parole, il y a beaucoup de gens qui préfèrent se taire. Il y a beaucoup de gens qui ont des questions qui préfèrent pas les poser. Et ça, c'est dommage. On n'imagine pas la valeur perdue à chaque fois que quelqu'un qui avait une bonne proposition ne l'a pas faite parce qu'il n'a pas osé prendre la parole. Du coup, effectivement, il y a un vrai enjeu à la distribuer, mais il y a une responsabilité individuelle à se préparer pour l'avoir. Et effectivement, on est ce moment où on se prépare pour parler, ça se travaille. La maîtrise de la narration, ça se travaille. La maîtrise de ses émotions, oui, j'ai le cœur qui bat, mais bon, voilà, je suis préparé, j'ai écrit, je prends mes notes, je partage. La maîtrise de la narration, ça se travaille. Qu'est-ce que je veux changer chez eux? Qu'est-ce qui m'intéresse quand je les regarde? Quelle relation j'ai envie de créer avec eux? Tout ça, ça se travaille. Et donc, c'est à la fois une responsabilité individuelle, mais c'est effectivement une responsabilité de ceux qui créent et qui animent les réunions pour, avoir un ordre du jour clair, mais pas pour se dire, regardez, on coche bien les cases, mais pour aider les gens à bien se préparer pour avoir un impact. Je ne sais pas si j'ai répondu à Cécile. Super. Mais écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les. Sinon, merci à toi, Sébastien. C'était très inspirant et très clair. Super, merci. Vous recevrez merci pour un mail l'invitation. avec les liens du livre blanc et nous partagerons le replay de ce talk sur le site Comment et dans la newsletter de Comment. Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour votre invitation, merci à vous pour votre intérêt et puis à très vite. Au revoir.